Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir à ce comptoir d'Octo sur devenir une entreprise agile. Je suis Dominique Bugnier, je serai votre animatrice pendant tout ce comptoir et je suis ravie d'accueillir Ludovic Sinquin. Ludovic est le CEO d'Octo, il est cofondateur d'Octo et il est également le CTO d'Accenture France. Et j'avais envie de vous dire quelques petits mots avant de lancer Ludovic et la belle histoire qu'il va nous raconter. Ça fait 23 ans que je suis chez Octo. J'ai eu la chance de participer à l'aventure depuis le début. Et j'ai vu cette entreprise grandir, s'adapter. Et c'est toute cette histoire-là, c'est ça que Ludovic va vous raconter. Je lui laisse la parole. À toi, Ludo. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je suis ravi de passer ces trois quarts d'heure, une heure avec vous pour vous partager 20 ans de ma vie, c'est-à-dire 20 ans chez Octo, où Octo est devenu une entreprise agile. Et donc, c'est à l'occasion de la sortie d'un livre que j'ai rédigé. Et j'avais envie de partager cette expérience parce que l'agilité est en train de s'étendre assez fortement. Et je pense qu'on a eu des réflexions, qu'on a réussi des choses et qu'on a raté des choses chez Octo qui peuvent être une source d'inspiration pour des entreprises qui ont envie de prendre ce chemin-là. Et je sais qu'elles sont de plus en plus nombreuses. Alors, comme j'ai un passé de consultant, je vais commencer par une définition. Donc, l'entreprise agile, qui est encore un concept un peu flou, parce que si vous testez sur Wikipédia, vous constaterez qu'il n'y a pas d'entrée véritablement entreprise agile. La définition que je vous propose, c'est celle-ci. C'est une entreprise qui est capable de mobiliser son intelligence collective pour produire de la valeur et évoluer en continu avec une économie de moyens et d'énergie en créant les conditions d'épanouissement de ses membres. Donc, les trois idées essentielles, je pense, sont cette notion d'intelligence collective, cette notion d'économie de ressources et d'énergie, et cette notion de respect du facteur humain dans l'entreprise. Et je vais commencer par un paradoxe, parce que finalement, quand on y regarde de près, on parle d'entreprise agile aujourd'hui parce que il y a eu un manifeste agile. Donc, la photo de gauche, c'est un des quelques témoignages de l'acte fondateur des méthodes agiles qui date de 2001. Donc, c'est des experts du développement logiciel qui se retrouvent à une conférence, qui se rendent compte que face à leur situation projet, ils ont tendance à adopter les mêmes heuristiques et ils décident de formaliser ça sous la forme d'un manifeste agile, et c'est l'acte fondateur. Et il y a quelque chose d'étonnant qui s'est passé, puisqu'en 20 ans, donc, c'est ce groupe de geeks là, dans une chambre d'hôtel, dans une salle de séminaire d'hôtel, finalement a inventé une méthode qu'on retrouve plusieurs fois sur les dernières années en manchette des revues les plus prestigieuses autour du management. Et c'est maintenant une méthode qui est mise en avant par les cabinets de stratégie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 20 ans pour que ça se produise ? Ma théorie là-dessus, c'est qu'en fait, on a redécouvert quelque chose qui a toujours existé, mais qu'on a eu un petit peu tendance à oublier, c'est l'incertitude fondamentale du monde dans lequel on évolue. Et l'acte fondateur, celui qui nous a rappelé cette incertitude dans le monde occidental, c'est à mon sens assez clairement les attentats sur les tours du World Trade Center. Mais sur les 20 dernières années, on en a eu plein, en fait, des événements comme ça. On a eu l'effondrement de la banque Lehman qui a déclenché la crise de 2008. On a eu l'élection de Donald Trump que personne n'anticipait. On a vu toutes les répercussions que ça avait sur la géopolitique mondiale. On a eu le vote du Brexit chez les Anglais. On a eu celui-ci que je trouve assez fascinant, qui est le raz-de-marée au Japon, qui a déclenché l'accident de Fukushima, qui a complètement redéfini la façon d'appréhender l'énergie dans le monde, un peu pour le pire d'ailleurs, mais ce qui a eu des conséquences absolument fondamentales sur notre civilisation. Et puis, le petit dernier, qu'on ne cite même plus, c'est le coronavirus. Et finalement, on s'est rendu compte que quand on est une entreprise aujourd'hui, on a des challenges qui sont énormes, et c'est des challenges d'adaptation par rapport à cet inconnu dans le monde.
Et dans un monde qui s'est accéléré et où, en fait, le concurrent à côté, ça peut être un GAFA qui s'est repositionné. Donc, on est obligé également d'innover quand on est dans une entreprise si on veut assurer sa pérennité. Et tout ça dans un contexte avec une visibilité réduite. Et pour moi, c'est ça qui explique le succès de l'agilité, du concept d'agilité, parce qu'elle offre justement une réponse à cette incertitude fondamentale du monde. Si on reprend les 4 valeurs du manifeste agile, c'est celles qui sont mentionnées ici, et je me suis livré à un petit jeu qui est de mettre en gras celles qui n'ont absolument rien à voir au développement logiciel. Donc, je vous le rappelle, les méthodes agiles, à l'origine, c'est une méthode de développement logiciel. Et en fait, il y en a 3. Si on les lit, on peut les transposer complètement à tout autre contexte que le développement logiciel. Il n'y a que la deuxième qui est un petit peu marquée. Et finalement, on trouve des valeurs assez universelles, donc les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils, la collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle et l'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan. Et la dernière nous parle évidemment très très fortement dans cette période parce qu'on a passé, à titre professionnel et personnel, notre année 2020 et le début de l'année 2021 à changer en permanence nos plans. Donc les méthodes agiles nous apportent quelque chose d'intéressant à cet égard-là. Donc, le livre qu'on va juste effleurer aujourd'hui, parce que c'est quand même un pavé de pas loin de 300 pages, est construit sur un modèle que j'ai piqué à Henrik Nyberg, qui a écrit le bouquin qui a inspiré le modèle Spotify, qui n'est pas un modèle, mais qui décrit comment Spotify, face à chaque situation, a trouvé une solution. Donc, les articles sont toujours formulés de la façon comment quelque chose. Et donc, j'ai repris ce modèle-là et l'idée, c'est de partager avec la communauté, quelque part, un livre de recettes. Donc, des choses assez activables et puis des réflexions face aux transitions qu'on a menées chez Octo. Sachant qu'il y a un point intéressant chez Octo, c'est qu'on est né en 98, le manifeste agile, c'est 2001. Donc, on n'est pas né agile, on est devenu agile. Et c'est l'enjeu de pas mal d'entreprises. Et c'est un peu plus difficile quand on a cette transition à faire que quand on tombe tout petit dans le bain de l'agilité. Et je trouve qu'à cet égard, notre expérience est intéressante. Alors, le concept d'entreprise agile, finalement, c'est une extrapolation des méthodes de développement agile à l'ensemble de l'entreprise. Donc, on ne va pas parler de développement logiciel dans le reste de cette présentation. On va vraiment parler d'un mode de fonctionnement de l'entreprise qui se fonde sur l'agilité. Et alors, moi, j'ai utilisé le terme entreprise agile parce que c'est notre histoire et notre code génétique, mais vous trouverez des choses qui résonnent avec ce concept, que ce soit le concept d'entreprise libérée, que je trouve très beau, mais un petit peu dangereux à manipuler. Il y a le concept d'entreprise opale dans la Bible, qui est Reinventing Organization de Frédéric Laloux. Il y a quelqu'un qu'on aime bien chez Octo qui s'appelle Luc Breton qui a sorti un bouquin sur les Next Gen Enterprise Summit. Donc tout ça, c'est des concepts qui sont assez proches fondamentalement et on retrouve les grands piliers que je présente ici qui sont communs à toutes les entreprises qui essayent d'être innovantes dans leur façon de fonctionner, dans leur modèle de management. Donc, il y a le sens, la confiance, l'autonomie, la transparence, l'authenticité, le feedback rapide et le droit à l'erreur. Encore une fois, on a un temps assez réduit ce matin, donc je vais en effleurer quelques-uns, mais je ne vais pas rentrer dans le détail de tous. Et on va évidemment commencer par le sens. Après avoir partagé ces 2 citations qui me guident pratiquement au quotidien. Donc, la première, Tony Hsieh, qui est décédé dans des circonstances accidentelles il n'y a pas très longtemps et qui était le CEO de Zappos, qui a été un des parangons, enfin, une des premières entreprises à mettre en place l'holacratie dans son organisation et qui dit cette phrase assez inspirante: si vous mettez votre culture d'aplomb, la plupart des autres choses prendront soin se mettront en place d'elles-mêmes. Et puis celle-ci qui est très puissante à mon sens, qui est: vous ne pouvez pas changer directement la culture, ce que vous pouvez changer, ce sont des comportements, et les comportements deviennent de la culture. Et c'est l'expérience profonde qu'on a faite dans notre transition vers l'agilité chez Octo, c'est à force de faire des projets agiles, on est devenu une entreprise agile.
Alors, c'est peut-être le moment de... J'imagine que beaucoup de personnes dans la salle connaissent, dans la salle virtuelle connaissent Octo, mais c'est peut-être le moment de rappeler quelques éléments. Donc, nous sommes une entreprise de conseil en technologie et nous aidons nos clients à relever les défis technologiques, méthodologiques et culturels du digital. Et je pense qu'une de nos grandes spécificités, c'est justement d'avoir cette approche holistique de la transformation, pas seulement technologique, mais aussi culturelle, tout en étant vraiment capable de mettre les mains dans le moteur, ce qui est une de nos sources de fierté. On est une entreprise de taille intermédiaire, on va dire, mais qui fait partie d'un groupe énorme qui est le groupe Accenture, qui compte plus de 500 000 employés dans le monde. Octo, à son échelle, fait 700 personnes, un peu plus, 750 maintenant. Donc, c'est une taille qui n'est pas monstrueuse, qui est probablement un peu plus faible que la plupart des personnes qui sont ici présentes, mais qui commence à être représentatif, c'est-à-dire des cas d'entreprises qui fonctionnent comme fonctionne Octo, à la taille d'Octo, il n'y en a plus tant que ça, et c'est en ce sens où je pense que notre expérience a une valeur d'exemple qui peut être intéressante pour d'autres. Et puis, on a deux fiertés qui valident un petit peu notre modèle qui date de cette année. Donc, la première, c'est qu'on a fini premier au palmarès Great Place to Work, alors pour le coup, des entreprises de moins de 1000 personnes. Donc, c'était notre 6e participation en 10 ans, pile 10 ans, et on a fini 3 fois premier, 3 fois deuxième dans la catégorie où on concourait à chaque fois. Et puis, il y a un grand événement pour nous très récent qui n'est pas encore public, donc ça reste entre nous, et je vous suggère de ne pas laisser sortir ça de cette salle, parce qu'on va communiquer d'ici quelques temps, mais nous sommes certifiés B Corp. Donc, B Corp est un modèle assez exigeant qui met en avant des entreprises qui ont une conscience sociétale, environnementale et des modèles de fonctionnement et de management qui sont remarquables. Donc, si on reprend les grands principes communs à toutes les entreprises agiles, il y a quelque chose qu'on retrouve partout qui est créer du sens. Nous, c'est une prise de conscience qu'on a faite il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Donc, je vous livre l'ancien Why d'Octo, sachant qu'on est en train de sortir du four le nouveau Why d'Octo sur lequel on travaille depuis presque un an. Et on est dans une société finalement où on fait porter à l'entreprise une responsabilité sur le sens, à mon sens, plus grande qu'avant. C'est-à-dire qu'on avait des piliers dans notre vie personnelle qui étaient des piliers d'engagement politique ou religieux, des piliers d'engagement dans la communauté. Et puis, on avait l'entreprise. Et puis, finalement, l'entreprise, c'est le pilier finalement qui reste le plus dans notre vie personnelle pour la plupart, pour beaucoup de gens. Et donc, finalement, on fait porter sur l'entreprise une responsabilité sur le sens qui est hyper importante. Et Dan Pink, qui a été une des personnes qui nous a beaucoup inspiré, explique que la motivation trouve sa source dans 3 choses qui sont le sens, la maîtrise et l'autonomie. Et donc, le sens, savoir à quoi on contribue, dans quoi on s'inscrit de plus grand que nous, c'est quelque chose d'absolument essentiel pour la motivation. Et toutes les entreprises qui sont sensibles à ces nouvelles pratiques de management se posent des questionnements sur le sens. Donc, nous, on avait créé ce Why en puisant nos idées, en puisant notre inspiration sur la méthode auprès de Simon Sinek, qui est bien connu pour sa présentation des démarches autour du Why. Et donc, notre Why était « Nous croyons que l'informatique transforme nos sociétés. Nous savons que les réalisations marquantes sont le fruit du partage des savoirs et du plaisir à travailler ensemble. Et nous recherchons en permanence de meilleures façons de faire. » Donc, on va bientôt mettre le point final à notre nouveau Why. Et ce type d'initiative, ce sont des initiatives qui prennent beaucoup de temps, qui sont des initiatives très collectives chez nous et qui ont une vertu fantastique en interne quand on consacre ce temps pour 3 phrases. Quand on regarde le résultat, ça paraît disproportionné comme effort, mais c'est une occasion pour toute la boîte de s'aligner sur une vision commune, ce qui rend beaucoup plus puissant après. L'autre élément clé des entreprises agiles, il y a le concept d'autonomie, donc développer l'autonomie. La meilleure illustration de ça chez Octo, c'est notre mode de fonctionnement en tribu. Alors, ce n'est pas tout à fait les tribus Spotify. Notre source d'inspiration, c'est plutôt Tribal Leadership, dont vous trouverez les références, je pense, dans le chat, quelqu'un vous les collera. Mais donc, c'est un livre qui a vraiment inspiré notre vision des tribus, et c'est créer des équipes
dans lesquels les individus se reconnaissent, donc, dont ils partagent la finalité et dont ils partagent les affinités. Et donc, on a décidé, il y a 6 ans maintenant, de se tourner vers la communauté des Octos en disant, en fait, ce n'est pas nous, membres de la direction, qui savons dans quelle équipe il faut travailler, sur quel sujet il faut travailler, c'est vous. Donc, faites-nous des propositions. Et ça a été un révélateur d'énergie chez Octo absolument considérable. Et donc, aujourd'hui, on a une organisation qui s'appuie sur un peu plus de 40 tribus. Au bout d'un moment, ça devenait un peu compliqué. Donc, on a demandé aux tribus de se regrouper en ce qu'on appelle des ligues. Donc, c'est les petits tipis que vous voyez. Donc, on a aujourd'hui 6 grandes ligues que je ne vais pas détailler ici, mais qui créent des unités de sens et qui sont à l'intérieur d'Octo de véritables petites entreprises qui ont une latitude d'action très, très forte et qui responsabilisent beaucoup les gens qui contribuent. Le troisième point sur lequel je voulais mettre l'accent, c'est la confiance. Avec ce petit schéma que j'avais trouvé sur Twitter, j'ai demandé à l'auteur de pouvoir le réutiliser. Il m'a dit que ce serait avec grand plaisir. Donc, on l'a traduit et je pense que ça décrit très, très bien ce qui se passe quand on a de la confiance et quand on n'en a pas de confiance dans une organisation. Et chez Octo, on a une expression qui est « faire le pari de la confiance ». Donc, peut-être que ça va mal se passer, mais en même temps, on a toujours plus de risques à ne pas faire confiance qu'à faire confiance. Et c'est le moteur de toutes les dynamiques humaines au sein d'une entreprise. Et donc, installer un climat de confiance, c'est quelque chose qui est hyper important. Et ça passe par des petits éléments de process. Et pour moi, une des caricatures des process dans les entreprises qui ont tendance à sous-entendre qu'on ne fait pas confiance aux salariés, ce sont les process de notes de frais. Donc, à mon avis, c'est un bon révélateur du niveau de confiance qu'il peut y avoir dans une entreprise. Quatrième principe, la transparence de l'information, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez donné du sens, à partir du moment où vous avez laissé de l'autonomie d'action, eh bien, en fait, il faut fournir à tout à chacun les informations qui sont utiles à cette personne pour s'inscrire dans le projet collectif en toute autonomie. Et là, je vais reprendre la formulation du principe de transparence tel qu'il est inscrit dans la sociocratie 3.0. On aura l'occasion de voir que c'est quelque chose qui est maintenant notre phare dans la nuit. Et ce principe se formule comme ça: rendre disponible toute information à n'importe qui dans l'organisation, à moins qu'il y ait une raison pour la confidentialité. Et si vous réfléchissez, très probablement, dans beaucoup d'organisations, le principe, c'est l'inverse, c'est-à-dire rendre toute l'information cachée, à moins qu'il y ait une raison pour l'ouvrir à tout le monde. La façon dont ça se manifeste chez nous, c'est qu'on a créé un ERP, donc on a développé notre propre système de gestion interne, et ce système de gestion interne a des autorisations, mais pas d'habilitation. C'est-à-dire qu'une fois que vous rentrez dans le système avec votre login password, vous avez accès à toutes les informations sur tous les projets. Donc, vous pouvez aller voir les notes de frais de n'importe qui, les projets en dépassement, les projets qui ne sont pas en dépassement, les prix de vente, les marges. Donc on a complètement ouvert cette information, ce qui crée des initiatives très intéressantes de la part des Octos. Et il y en a qui ont créé des systèmes de pilotage de projets agiles basés sur des informations qu'on capte dans notre ERP, par exemple. Je ne sais plus où j'en suis. Je crois que c'est le 5e principe. Le 5e principe, on va dire que c'est celui-là, c'est fonctionner en cycle court. Alors, d'habitude, j'utilise une image de la douche pour illustrer ce propos parce que je veux en appeler à votre expérience sensorielle. Si jamais vous prenez une douche avec un délai entre le moment où vous tournez le bouton et le moment où vous avez de l'eau à bonne température, vous avez déjà fait cette expérience que c'est hyper difficile de stabiliser la température. C'est-à-dire, vous tournez le bouton, vous brûlez, vous retournez le bouton dans l'autre sens, vous gelez, et il vous faut plusieurs minutes parfois pour arriver à trouver la bonne température. C'est exactement la même chose sur tous les process au sein d'une entreprise. C'est-à-dire que si votre boucle de feedback est longue, vous aurez extrêmement de difficultés à stabiliser votre processus. Et c'est tout l'esprit de l'agile. Donc, une des logiques des entreprises agiles qui est assez centrale, c'est comment on a l'obsession de réduire les temps de cycle. Et réduire les temps de cycle, ça passe par découper les gros problèmes en petits problèmes, ça passe par faire des expérimentations plutôt que tout lancer d'un seul bloc.
Et donc, les stratégies, il y a tout un tas de stratégies qui permettent d'avoir des cycles courts, et c'est quelque chose d'absolument central quand on veut aller vers l'agilité. C'est l'essence même de l'agilité. Et enfin, dans les principes, je vais conclure par peut-être le plus important, qui est le droit à l'erreur. C'est quelque chose qui est beaucoup martelé par tous les grands acteurs du web. Et Google s'est même approprié les recherches d'une dame qui s'appelle Amy Edmondson, qui est venue à l'USI il y a 2 ans et qui est l'inventrice du terme de sécurité psychologique. Et Google, qui a la manie de tout mesurer dans son organisation et qui a la bonne manie de tout partager sur un site qui s'appelle Rework, a partagé le fait qu'après des études statistiques sur toute l'organisation, ils sont arrivés à la conclusion que les 5 critères de réussite d'une équipe sont ceux qui sont listés ici, et que le critère principal, c'est la sécurité psychologique. C'est-à-dire que la sécurité psychologique, c'est ce qui vous permet de dire que vous n'êtes pas à l'aise, que vous avez une idée qui est peut-être un peu absurde, que vous avez fait des erreurs, que vous avez des préoccupations. Et c'est ce contexte de travail qui fait qu'on peut avoir des équipes réellement efficaces. Et le droit à l'erreur, ça consiste à dire que si on veut être innovant, si on veut tester des choses, et le fait d'aller vers l'agilité au sein d'une entreprise, c'est une façon d'être innovante et de tester les choses, ça ne peut être possible que si on a le droit finalement de faire des expérimentations, de prendre des risques. Et prendre des risques, c'est par définition se tromper. Donc attention, se tromper, avoir le droit de se tromper, c'est pas avoir le droit d'être incompétent. Donc si vous êtes sur quelque chose de très processé et qu'il y a quelqu'un qui fait 50 fois la même erreur, vous pouvez peut-être remettre en question son professionnalisme. Mais en tout cas, c'est essentiel de pouvoir tester des choses nouvelles, de pouvoir se tromper dans une sécurité d'équipe qui est installée. Donc, toutes les pratiques que je vous ai décrites sont en quelque sorte, alors il y a l'authenticité que j'ai pas mentionné par exemple, mais ce sont des pratiques qui sont très systémiques, c'est-à-dire qu'elles s'enrichissent, qu'elles se nourrissent, qu'elles s'alimentent les unes des autres. Et c'est difficile d'en prendre une et puis de la sortir de la pelote. Souvent, on est obligé de travailler un peu sur toutes ces dimensions en même temps pour avancer de façon systémique sur le chemin de l'agilité. Je vais en venir maintenant sur quelque chose qui est, mais comment on va vers l'entreprise agile, en tout cas, comment Octo est allé vers l'entreprise agile et quelles sont les leçons qu'on a pu tirer de ce cheminement-là. Le constat que je fais à ce stade de mon expérience, c'est qu'en tant que dirigeant, on a quelques outils dans sa palette pour introduire du changement et faire évoluer les modes de fonctionnement des organisations dans lesquelles on travaille. Et j'en ai listé 5. Alors, je ne prétends pas être exhaustif, mais je pense que c'est 5 outils qui sont utiles pour induire de la transformation dans une entreprise. Le premier, qui est hyper essentiel, c'est l'exemplarité personnelle. Donc, si vous avez fait le moindre cours de management, vous êtes au courant de celui-là, donc je ne vais pas tellement élaborer. Un deuxième outil qui est hyper important, c'est qui est recruté. Donc, les gens que l'on recrute définissent la culture qu'on va construire pour demain. Donc, c'est très important de savoir, d'être très précis sur ce qu'on cherche chez les individus qu'on recrute, et pas qu'en termes de compétences, aussi en termes de valeurs et de comportement. Pareil, qui est promu. Donc, le message que vous allez renvoyer à la communauté est très lié sur les comportements que vous allez mettre en avant, et notamment par les promotions. Il y a évidemment les incitations financières, donc le salaire et les bonus qui sont un pouvoir orientatif qui, moi, me paraît toujours démesuré par rapport au montant en jeu, par exemple. Et puis, il y a un dernier volet, évidemment, qui est l'organisation, c'est-à-dire de changer le modèle opératoire de l'entreprise au niveau de l'organisation. Et c'est souvent quelque chose qu'en tant que dirigeant, on aime beaucoup, mais je ne suis pas sûr que ce soit le plus efficace. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez lourd à manipuler, qui peut être un peu traumatisant, qui a l'avantage de lancer des messages très clairs assez vite, mais je ne sais pas si c'est toujours le plus efficace. En tout cas, on a tous ces outils quand on est dirigeant. Et donc, nous, on s'est lancé dans la transition agile en agissant aussi sur l'organisation. Donc, quand on a commencé l'agilité chez Octo, c'était en 2003-2004, donc 2-3 ans après l'énonciation du manifeste agile. Donc, on était assez précurseurs. Autant vous dire qu'à l'époque, il n'y avait pas grand monde qui faisait de l'agilité. Je pense qu'on a été parmi les premiers en France à le faire.
Et on vit quelque chose de très similaire aujourd'hui dans notre transition vers la sociocratie 3.0, qui est pour nous une façon d'étendre l'agilité au-delà et d'inclure la gouvernance de l'entreprise dans un fonctionnement agile. Et les leçons qu'on a tirées, ce sont celles-ci. Donc, pour réussir une transition agile, mais je pense que c'est un peu plus extrapolable que ça, il faut prendre le temps, ça prend du temps, il faut mettre les gens en situation de faire, il faut accepter le fait que la transformation n'est pas linéaire, il faut varier les approches au cours du temps, il faut accepter les conflits parce que les changements sont source de conflits. Je vais rentrer dans le détail de certaines. Donc, notre transition agile, à une époque où on était petit, avec des profils jeunes, relativement adaptables, nous a pris, je pense, à peu près 5 ans. Entre nos premières expérimentations agiles et le moment où on a pu dire que Octo était une entreprise massivement agile, ça a pris 5 ans. C'est hyper long. Et je suis toujours un peu surpris par les entreprises qui veulent des transformations très rapides à des échelles de 1 ou 2 ans. Je pense qu'il y a une volonté politique derrière parce que c'est difficile d'inscrire une énergie sur des termes très longs, mais j'ai du mal à imaginer que ce type de changement puisse prendre fondamentalement moins de cette durée-là. Alors, je ne sais pas si cette durée est proportionnelle à la taille. Je ne sais pas si une entreprise de 100 000 personnes doit prendre 100 ans. Je ne pense pas. J'ai plutôt tendance aujourd'hui à penser que 5 ans, c'est une période plutôt pas mal, hein, quelle que soit la taille de l'entreprise. Mais en tout cas, il faut laisser du temps au temps. Le deuxième principe, c'est que notre mode de fonctionnement en tant qu'être humain, c'est on pense qu'on se construit des valeurs et que c'est ça qui détermine nos actions, mais en fait, c'est une boucle. C'est-à-dire qu'on a des expériences dans le monde réel qui nous donnent une boucle de feedback, qui construisent nos valeurs, et nos valeurs vont piloter nos actions, produire des résultats, et ces expériences vont à nouveau faire changer nos valeurs. Il y a plein d'expériences de psychologie qui sont super marrantes, où vous demandez à des étudiants de défendre l'opinion politique contraire à la leur, et après vous regardez leur appétence à l'opinion politique opposée, elle augmente. Donc finalement, le fait de se mettre en position de faire quelque chose nous rend plus à l'écoute par rapport à ce changement-là. À tel point que ça nous arrive maintenant de ne pas aller chez nos clients en disant on va faire de l'agile, on ne leur dit rien et on fait de l'agile. Et c'est un puissant pouvoir de transformation parce que ça permet de ne pas aller sur le terrain de l'argumentation qui est un terrain assez pauvre quand il convient de faire du changement. Avec cette phrase d'Henry Ford que je trouve assez inspirante, qui est que vous croyez que vous en êtes capable ou que vous croyez que vous n'en êtes pas capable, vous aurez raison. Donc il y a quelque chose d'auto-validant dans le fait de penser qu'on peut le mettre en œuvre et pas le mettre en œuvre. Et je vous invite à faire un exercice, c'est spontanément, par rapport à tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, vous aurez la tentation très humaine de trouver des raisons pour lesquelles ce que je vous ai dit ne s'applique pas chez vous. On a tendance à utiliser notre créativité pour détruire l'argumentation de l'autre. Et je vous invite à faire quelque chose, si vous en avez envie, bien sûr. Je ne serai pas derrière votre dos, donc vous faites ce que vous voulez. Mais c'est d'utiliser votre créativité pour voir ce que vous pouvez appliquer et non pas ce qui ne s'applique pas chez vous. Voilà, c'est un twist d'esprit qui n'est pas facile à faire, qui n'est pas naturel, mais qui est assez porteur. Accepter un rythme non linéaire. Alors, je pique le hype cycle du Gartner, donc qui dit que quand il y a un lancement de technologie, donc il y a un moment donné où on attend des choses exagérées de cette technologie, après on est très déçu et puis il faut attendre un petit moment avant que finalement l'utilisation de la technologie se stabilise. Et en fait, c'est la même chose pour une transformation, à mon sens. C'est-à-dire qu'il faut avoir des postures managériales qui accompagnent ces différents moments. Donc, au début, quand on lance une transformation, il faut être capable de montrer le sens, de mettre en valeur les actions sans trop donner d'effet projecteur. Il faut limiter la pression des standards et des budgets pour permettre l'innovation et l'expérimentation. Puis, à un moment donné, en fait, tout le monde s'enthousiaste, on fait les premières choses et puis on le fait mal, forcément, c'est nouveau, donc on se plante, donc il commence à y avoir des critiques, il commence à y avoir des engagements par rapport à cette action. Donc il faut être là pour saluer les progrès parce qu'il y en a toujours, il faut mettre les échecs en perspective et puis il faut montrer la direction sur le long terme. Puis après, à un moment donné, on va dire que la pensée de groupe change de camp.
Mais elle est dangereuse à ce moment-là parce que la transition n'est pas complètement faite et elle a tendance à museler les éléments négatifs de ce qu'on est en train de faire dans la transformation. Donc, il faut les remettre sur la table pour discuter des problèmes et être capable de les adresser. Puis, au bout d'un moment, il faut affirmer que cette transformation aboutit, c'est la nouvelle norme dans l'organisation. Donc, quand on ne l'applique pas, on commence à devenir un déviant. Et donc, je ne suis pas rentré dans tous les détails, je vais juste finir là-dessus, qui est que finalement, quand on essaye de faire le chemin de la transformation vers une entreprise agile, et c'est ce qu'on fait avec la sociocratie aujourd'hui, il faut être en cohérence entre la forme et le fond. Donc, la finalité, qui est de devenir une entreprise agile, ça ne peut pas être le fruit d'un process dictatorial. Donc, il faut arriver à trouver des façons agiles, sociocratiques, de mettre en place ce type de transformation pour qu'il n'y ait pas de dissonance cognitive, de contraintes, de double contrainte entre ce qu'on est en train de faire et le résultat qu'on essaye d'atteindre. Je ne vais pas rentrer dans des grands débats philosophiques, mais ça a été un des enjeux de la Révolution française, c'est-à-dire comment on peut libérer les gens par la terreur, typiquement. Voilà, donc quand on essaye de faire ce type de transformation, il faut être vigilant au fait que la forme est aussi importante et que le chemin est un élément de transformation très, très, très central. Alors, on a une actualité, c'est l'USI, donc c'est très bientôt, c'est dans un mois. Un grand nombre des inspirations que je vous ai présentées, Simon Sinek, Amy Edmondson, c'est des inspirations que nous, on puise auprès des speakers qui viennent à l'USI. Donc, si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous inscrire. On est en format digital, donc on a la chance de ne pas être limité par le nombre de places. Donc, c'est une occasion unique de pouvoir assister à l'USI. On ne fera pas de guichet fermé, donc allez-y. Et puis, on a notre petite actualité, donc le livre dont je viens vous parler, on a des comptoirs qui sont assez réguliers, donc n'hésitez pas à venir assister aux autres comptoirs. Nous sommes un organisme de formation, donc si c'est des sujets qui vous intéressent sur l'agilité, pareil, nous avons tout ce qu'il faut pour vous accompagner sur ce chemin-là. Et puis enfin, Octo a la chance d'être une entreprise en fort développement, donc si vous avez envie de participer à l'aventure, vous êtes les bienvenus. Et j'en ai fini avec ma présentation. Merci Ludovic pour cette présentation. Il y a des questions dans le chat que je vais te poser. Il y a aussi des questions qui ont été notées lors des inscriptions de quelques-unes des personnes. Et avant tout, il y a quelqu'un qui, dans le chat, dit qu'il a hâte de lire ce livre. Eh bien, en fait, Romain, vous avez raison d'avoir hâte de lire ce livre. Et avant la fin de ce comptoir, vous allez avoir un lien dans le chat. Nous vous offrons la possibilité de downloader en PDF le livre. Donc, encore quelques minutes de patience et avant de clore le comptoir, vous aurez toute la Bible et les recettes de Ludovic. Alors, Ludo, est-ce que tu es prêt pour les premières questions? Avec plaisir. Alors, je vais commencer par une question de Cécile Dijoux, qui demande quels sont les éléments tangibles qui nous permettent de dire « ça y est, nous sommes une entreprise agile ». Alors, les éléments tangibles qui nous permettent de dire ça, c'est qu'on a 100% des missions qu'on commence chez Octo qui sont conformes aux méthodes agiles. Donc, c'est-à-dire dans notre façon d'opérer notre business, on respecte les méthodes agiles. Alors, évidemment, on travaille pour un client, donc de temps en temps, il y a des petits coups de canif au contrat qui sont liés à l'adaptation au contexte, mais ça, c'est un indicateur marquant et il a fallu du temps pour qu'on atteigne cette jauge-là. Et moi, il y a un modèle que j'aime bien utiliser. Vous avez un petit camion de pompiers qui passe dans la rue. Je pense que vous pouvez partager le son avec moi. Voilà, c'est fait. Son nom va m'échapper, mais il y a un grand auteur de littérature de management de la technologie qui disait qu'on peut considérer qu'on a changé de méthode quand le mode de fonctionnement par défaut, le réflexe, c'est celui de la nouvelle méthode. Et les réflexes qu'on a chez Octo sont très majoritairement des réflexes agiles. C'est-à-dire que quand on a un problème à craquer, on essaye de le découper en petits morceaux, on essaye d'être itératif, on essaye de faire des expérimentations et notre rapport à l'erreur, je pense, est globalement plutôt sain.
c'est très dur dans le contexte français de ne pas stigmatiser l'erreur. Je pense que chez Octo, on y arrive plutôt bien, mais c'est quasiment impossible d'être parfait chez nos contrées françaises. Merci pour ça. Une question de Franck. Vous êtes-vous retrouvé dans des situations de perte de confiance et comment l'avez-vous appréhendé? Alors oui, ça nous est arrivé plusieurs fois. Une des fois les plus importantes pour Octo, ça a été quand on a créé les tribus, juste avant qu'on a créé les tribus. Les tribus, c'est finalement la conclusion d'un process de perte de confiance au sein d'Octo. Donc, on avait atteint la taille de 150, qui est une taille assez documentée dans la littérature, qui est la limite de Dunbar et qui est la limite de la taille de la tribu humaine. Et quand on a passé cette limite-là, en fait, on s'est rendu compte que le sentiment d'attachement à l'entreprise s'était délité. On avait un turnover qui était passé à 2 chiffres, ce qui était nouveau pour nous, qui était un vrai problème. Et on a créé les tribus pour donner plus de sens. Et en fait, cette période a été géniale rétrospectivement parce que ça nous a obligés à aller chercher des sources d'inspiration pour repenser notre modèle de façon consciente. Tout ce qu'on faisait auparavant, c'était un peu improvisé au feeling et des choses comme ça. Et à partir de ce moment-là, on a pensé notre modèle de façon complètement consciente. Donc oui, ça nous est arrivé. Merci. Une question qui est toujours un peu piquante. Quelle est votre opinion sur la transparence des salaires? Alors, j'en parle dans le livre. Je pense que c'est le Graal des entreprises les plus matures sur ce type de sujet. On a été à 2 doigts chez Octo d'appuyer sur le bouton et on ne l'a pas fait. Vous lirez le bouquin, comme ça vous aurez l'histoire. Il y a une filiale d'Octo en Suisse qui l'a fait. Ça a été compliqué au début, et puis finalement, ils en étaient contents. Mais je dois avouer que ça fait partie des sujets sur lesquels je n'ai jamais eu le courage d'aller jusqu'au bout. Merci. Il y a une question. Être agile, avoir une organisation flat à 50, c'est entre guillemets facile. À 700, ça l'est moins. Quels sont les key points à activer pour que cela fonctionne? Quels sont les key points dont personne ne parle, c'est-à-dire les évidences? Alors déjà, un point important, c'est qu'on n'est pas du tout flat. Et pareil, il y a un chapitre sur le bouquin qui est sur comment on manage. Donc, on a un rôle de manager chez Octo qui a un rôle assez clé, mais plutôt comme manager as a coach ou servant leadership. Donc, on n'est pas dans un management très hiérarchique, mais il y a beaucoup de niveaux hiérarchiques. Pour moi, les choses dont on ne parle jamais, qui sont importantes, enfin, dont on ne parle jamais, Netflix en parle et j'ai articulé cette idée justement, enfin, c'était inconscient chez moi, enfin, ce n'était pas formulé clairement chez moi et j'ai compris ça en lisant des choses de Netflix, c'est qu'il faut se débarrasser des Brian Jerks. Donc, les gens qui sont des éléments hyper intelligents, hyper smart et qui ont un effet toxique sur le collectif, en fait. Le résultat d'Octo, j'en ai pas beaucoup parlé, mais tout ça n'a été possible que parce que il y a assez peu d'ego dans les équipes Octo, donc à tous les niveaux et notamment au niveau de l'équipe de direction. C'est admirable et c'est rare, donc on a très peu de jeux politiques et on a juste le niveau d'ego qu'il faut, c'est-à-dire celui qui est nécessaire. Mon expression, c'est on a besoin d'ego pour se tenir droit dans la vie, mais il n'en faut pas trop pour détruire le collectif. Et on a un niveau d'ego chez Octo qui a été construit par des rôles modèles, par le fait justement de faire en sorte que ceux qui en ont trop ne restent pas chez Octo. Et cet équilibre des égos fait qu'on peut s'engager dans des projets collectifs ambitieux. Et moi, je vois beaucoup d'entreprises où il y a des gens brillants qui restent à des postes clés et qui ont une influence très néfaste sur le collectif. Alors, une question, tu veux voir, qui est un peu en corollaire. Est-ce que tu peux élaborer un peu plus sur l'impact du management par l'incitation financière que tu as abordé un peu rapidement tout à l'heure? Oui, alors l'incitation financière, c'est une arme extrêmement puissante et extrêmement dangereuse. Et il y a une anecdote qui est assez bien documentée et connue, c'est le Cobra Effect. Donc, c'est le gouvernement britannique en Inde
qui trouvait qu'il y avait trop de cobras en Inde, donc il a commencé à donner des primes pour ceux qui ramenaient des cobras morts. Et en très peu de temps, les gens ont commencé à élever des cobras chez eux. Et donc, ça allait complètement à l'encontre de l'effet recherché. Donc, ils ont arrêté la prime assez rapidement. Donc, tout le monde, tous ceux qui élevaient des cobras n'avaient plus d'intérêt à élever des cobras, donc ils les ont relâchés dans la nature. Donc, au final, on est arrivé à une situation où il y avait plus de cobras après qu'avant. Et le grand drame des incentives, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer d'avoir un système d'incentives qui est vertueux, c'est-à-dire qu'il n'aille pas à l'encontre de ce qu'on recherche à faire dans l'entreprise. Et Dan Pink en parle très bien, les bonus individuels sur objectifs individuels marchent très bien dans des situations où on n'a pas besoin de collaboration et on n'a pas besoin de créativité. Je ne sais pas vous, mais nous, ce n'est absolument pas notre contexte. Donc, et je pense que dans le digital, on n'est souvent pas dans ce contexte. Donc, quand on a des objectifs sur des primes sur objectifs individuels qui sont importantes et qui ne sont pas corrélés à des objectifs collectifs, ben, en fait, ça veut dire quelque part qu'on a mis le perso avant le collectif. Et donc, ça a des conséquences réelles dans les modes de fonctionnement. Alors, une question sur la trajectoire, la transformation, une question de Romain. Comment résister à la tentation d'appliquer des recettes by the book et bien adapter tout ça au contexte qu'on souhaite transformer? Comment est-ce qu'on se débarrasse de nos habitudes? Oui, c'est une bonne question. En prenant le temps et en affrontant la réalité du feedback, et ce n'est pas facile, effectivement. Je pense que dans les entreprises, on a de plus en plus la tentation de vouloir aller vite, hein, ce qui est effectivement important, mais il y a des sujets sur lesquels on peut aller vite et d'autres où c'est plus difficile. Et on aime bien cette expression chez Octo qui est qu'il faut prendre le temps d'aller vite. Donc, il faut prendre le temps de construire un système qui nous correspond et qui nous permette d'aller vite. Donc à mon avis, on ne prend pas une méthode comme ça sur les stagiaires, on ne la déploie pas à l'échelle de l'entreprise telle qu'elle. On utilise des sources d'inspiration, on essaye de les intégrer, on discute, on crée des espaces de rencontre, des forums, des choses assez horizontales, des tests. Nous, quand maintenant on se réorganise, souvent on essaye à petite échelle, et puis si on voit que ça marche à petite échelle, on le généralise. Sur la sociocratie, c'est assez marquant parce que donc, on a décidé d'en faire un projet d'entreprise, mais le jour où j'ai commencé à explorer la sociocratie à titre personnel, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà des équipes chez Octo qui essayaient de le mettre en place depuis plusieurs années. Et on a cette liberté d'expérimentation-là chez Octo qui est extrêmement précieuse, en fait. Alors, ce que tu viens de raconter comme anecdote, tu vas voir, est probablement en lien avec la prochaine question. On te demande, quelqu'un qui constate qu'il y a parfois des collaborateurs qui ont une ferme conviction qu'il faut faire différemment dans l'entreprise. Et toi, en tant que dirigeant, quelle est ton approche vis-à-vis d'eux? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. Alors, si la personne qui la pose peut démuter. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Impeccable. Je pense que vous avez partiellement répondu avec les cas des Brilliant Jerks. Il y a des personnes qui ont une très bonne théorie, qui peuvent avoir du coup des convictions très fortes. Voilà, moi, je sais ce qu'il faut faire. Soit ils appliquent à la lettre et pas à l'esprit de la méthode agile, soit ils voient un contexte différent. Alors, ça, c'est pas lié au Brilliant Jerk parce qu'on a tous cette tentation-là qui est, en plus, je crois que c'est assez français, qui est le goût pour la polémique. Donc, on aime bien décider de discuter de modèles et se rouler modèle contre modèle. Modèle contre modèle, on n'arrive à rien. Donc, la façon de sortir de cette dynamique-là, c'est quel est le plus petit test que l'on peut faire pour valider ou invalider une hypothèse. Donc, on avance dans la vie parce qu'on fait des projets, donc la projection, donc on se dit, si je fais ça, il va se passer ça. Parfois, ça marche, parfois, on se plante, quoi. Mais à l'échelle de l'entreprise, si on veut aller dans cette dynamique, en fait, il faut créer des contextes d'expérimentation. J'ai un petit message comme quoi ma connexion est instable. Est-ce que vous continuez à m'entendre? Oui, on t'entend de manière un peu hachée, mais on t'entend, Ludo. OK, bon. Est-ce que du coup ma réponse a été compréhensible? Oui, c'est bon.
Merci. Ok, parfait, merci. Je propose de donner la parole à Romain. Romain, si vous voulez ouvrir votre micro pour poser la question que vous avez posée dans votre chat, qui est très intéressante. Et je suis sûre que Ludovic pourra donner un éclairage. Bonjour tout le monde. Bonjour Ludovic. Alors j'ai posé plusieurs questions. Donc est-ce que c'était sur C'est sur l'immobilisme et comment Oui. Oui, effectivement, dans des contextes de transformation, on est souvent heurté à cette réticence, ou du moins, même si les gens adhèrent, on sent que le mouvement se lance pas. Il y a une certaine forme d'inertie, sans doute déjà installée, et qu'on a du mal à bouger. Quels sont vos conseils pour motiver tout ça, engager, mettre en mouvement? J'imagine qu'il y a une notion d'agir sur le terrain et obtenir des résultats tangibles. La question qui va suivre, c'est est-ce qu'il y a des résultats en particulier qui sont plus marquants, qui auront plus d'impact pour que tout ça se déclenche? Alors, c'est très vaste comme question. Très probablement, mais c'est du speed consulting de supermarché, hein, mais très probablement, si vous êtes dans cette situation-là, c'est parce qu'il n'y a pas un rapport sain à l'erreur dans votre organisation. C'est-à-dire que les gens ne font rien parce que l'histoire raconte tous les moments où il y a des individus qui ont essayé des choses et qui se sont pris une claque, en fait. Et vous connaissez probablement l'histoire, alors je crois qu'elle est frelatée, mais l'histoire des singes dans la cage avec la banane et les décharges électriques. On a changé tous les J'adore. singes, il n'y a plus personne qui s'est pris une décharge électrique. Mais j'ai une vidéo, je ne peux pas vous la retrouver malheureusement, mais il y a une expérience comme ça dans une salle d'attente avec des gens qui se lèvent. Donc, on a tendance à reproduire des comportements préexistants dans l'organisation. Donc, et ces comportements-là qui résonnent avec notre nature animale, c'est-à-dire que quand le leader, donc le chef de meute, nous met une claque, on s'en souvient longtemps parce que c'est une condition de survie quand même quand on est à l'état animal. Donc quand ça arrive, c'est des événements qui ont une rémanence hyper forte. Donc probablement que s'il ne se passe rien, c'est qu'il y a un rapport à l'erreur qui a à réinstaller, un rapport plus sain à l'erreur qui a à réinstaller. Romain, ça répond à votre question? Oui, parfaitement. C'est court, Merci. hein, et on pourrait dire plein de choses, mais bon, en une minute, c'est ce que je peux vous dire. Dans les formulaires d'inscription, Ludo, il y avait une question sur itérer est-il une économie de moyens et d'énergie? C'est une très bonne question. Et la réponse est non, mais oui. Non, parce qu'à court terme, l'itération crée ce qu'on appelle un coût de transaction. Donc, chaque fois qu'on itère, on a un coût de transaction qui est associé à l'itération. Alors, en informatique, on a une chance infinie, c'est que le coût de transaction de l'itération peut tendanciellement tendre vers zéro. Ça, c'est génial. Et ce n'est pas le cas dans l'industrie manufacturière, par exemple. Donc, ça veut dire que si on met en place les bonnes choses, au bout d'un moment, on a un coût d'itération qui peut devenir presque nul en informatique. Et ça, c'est une chance inouïe. On ne s'en rend pas compte, mais c'est vraiment une chance inouïe. Donc, au début, non, l'itération coûte plus cher. Et puis, il y a un grand sage d'Octo qui a coutume de dire si quelque chose est compliqué, il faut le faire souvent. C'est comme ça que ça devient simple. Donc, globalement, c'est une phrase qu'on peut retenir là-dessus. C'est l'itération coûte plus cher au début, très souvent, mais c'est une bonne façon d'explorer l'incertitude. C'est la meilleure. Merci. Une question bien vaste, mais néanmoins bien importante. Quel est le rôle des leaders dans tout ça? Ça fait partie Alors, dans le livre, il y a tout un chapitre sur ce que je ne sais pas, enfin, les questions qu'on se pose chez Octo et que je me pose personnellement. Et le rôle des leaders n'est pas complètement clair pour moi. C'est problématique, hein. Je ne devrais peut-être pas faire cette révélation en public. Mais j'ai un questionnement sur le côté incarné du leader. Donc, je me méfie comme de la peste des grandes figures charismatiques parce que je pense qu'elles sont assez dangereuses, mais en même temps, c'est comme ça qu'on entraîne les gens.
Donc, je ne sais pas, c'est une part de mystère pour moi là-dessus. Malgré tout, je pense que l'objectif du leader, c'est de créer les conditions d'expression des énergies et du talent des gens qui participent à l'organisation. Voilà, je pense que l'obsession, ça doit être ça. Faire en sorte que le terrain de jeu soit praticable pour que tout le monde puisse exercer son talent. En fait. Merci Ludo. Mais la question est vaste, c'est vrai. J'ai épuisé les questions qui avaient été posées et il nous reste quand même quelques minutes. Est-ce que l'un des participants souhaite ouvrir son micro et poser directement une question à Ludo? Oui, c'est de nouveau Romain. Si je peux me permettre. Il y a une question que j'ai posée dans le chat, je ne pense pas qu'on y ait répondu, donc je la repose en live. C'est, vous avez évoqué le côté au long cours d'une transformation, et que ça peut prendre plusieurs années. Et moi, je me dis il y a des attentes à court terme, des gens qui veulent constater des résultats, des quick wins, déjà des premiers éléments de satisfaction. Comment on peut gérer, aborder cette problématique, arriver à contenter tout le monde tout en ayant une transformation de fond qui s'inscrit dans le temps? C'est effectivement difficile et c'est en ce sens que je pense que une PME, alors encore une fois, on fait partie d'un très grand groupe, mais une PME comme Octo avec beaucoup de continuité dans le leadership, parce que voilà, Dominique vous expliquait que ça faisait 23 ans qu'elle était là, moi je suis là depuis le début. Il y a beaucoup de l'équipe dirigeante qui est là et qui n'a pas d'autre espoir que de faire prospérer Octo. C'est-à-dire qu'il y a, enfin, je ne sais pas comment dire ça, mais il n'y a pas véritablement de job d'après pour nous dans la sphère Octo. C'est des jobs d'après à l'extérieur ou chez Accenture, mais pas plus chez Octo. En fait, dans ce type d'organisation, il y a une forme de continuité qui est peut-être plus propice au changement. Et quand on regarde les entreprises qui sont très innovantes sur le mode de management, il y a beaucoup d'entreprises qui sont détenues par leurs fondateurs, notamment. Donc ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible dans d'autres contextes. Et Octo est un contexte intermédiaire d'ailleurs, mais je pense qu'effectivement, la valse des dirigeants ou des responsables n'est pas très, très propice à ce type d'initiative qui nécessite de la persévérance. Et quand on est pendant 2-3 ans à un poste, on a besoin de prouver des résultats visibles rapidement. Donc, peut-être pas de se lancer dans des grands chantiers comme ça de long terme, en fait. Mais voilà, on ne peut pas tout avoir. Je ne sais pas comment dire ça, mais à un moment donné, les organisations humaines ont besoin d'un certain temps pour s'adapter. On l'a vu un peu pour le Covid, quelque part, même si finalement, en un an, on a complètement changé notre comportement et je n'aurais pas misé un copec là-dessus, quand même. Donc peut-être que je me trompe sur les 5 ans aussi. Merci. Je me rends compte que j'avais zappé une question dans le chat. Une question de Cécile Dijoux, qui est quelqu'un qui a rejoint Octo il y a 6 mois. Et Cécile dit ceci. Vu de l'intérieur depuis 6 mois, une chose qui me marque est la formidable compétence à la collaboration des employés Octo. La question que Cécile se pose est la suivante. Est-ce le processus de recrutement qui s'assure que ces personnes ont les compétences ou est-ce que c'est la culture d'Octo qui pousse à cette posture très ouverte sur la collaboration? Alors, c'est les deux, c'est clairement les deux, c'est-à-dire qu'encore une fois, quand on recrute des gens, on est sensible à une dimension qui n'est pas que l'axe compétence, mais qui est aussi les valeurs, et donc on a des façons de screener les gens sur leur appétence à la collaboration. On a des formations en interne qui sont très centrées sur la collaboration, donc on a la fameuse school, donc si vous êtes familier d'Octo, vous avez déjà entendu parler, qui vise à apprendre à des gens à développer en équipe. Ça fait courte, mais globalement, il y a ça dans le cursus. On a la culture qui est propice à ça.
Et puis, en fait, la culture, au bout d'un moment, élimine. C'est-à-dire que les gens qui ne sont pas capables de collaborer, bah, finalement, ils vont pas réussir à s'inscrire dans le corps social. Ils vont partir d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est très systémique, ces sujets-là. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on l'a installé, bah, c'est génial quand on a réussi à l'installer. Quand on n'a pas réussi à l'installer, bah, faut l'installer, ça, c'est plus dur. Et encore une fois, les bonus sont clés là-dedans. Si vous pouvez doubler votre salaire en étant perso, vous ne collaborerez jamais. Une question c'est donc Christian Cagnol, sur la taille de l'entreprise. Je me posais la question de savoir comment, suite à l'acquisition d'Octo par Accenture, toute cette agilité a été impactée en positif ou peut-être aussi en négatif. Est-ce que c'est peut-être un peu vaste pour une Ouais, alors vaste ça a été un moment compliqué et traumatique pour les équipes Octo, et même on a fait un truc qui était d'intégrer des équipes Accenture au sein d'Octo, donc ça a été aussi extrêmement traumatique pour les équipes d'Accenture qu'on a intégrées au sein d'Octo, donc ça a été une expérience très riche pour moi parce que je me suis aussi rendu compte du côté excluant que pouvait avoir Octo dans ses fonctionnements culturels. Donc voilà, tout n'est pas rose non plus. Mais en revanche, on a réussi avec Accenture à faire quelque chose que je considère assez unique et qui est, quand on lit la littérature sur ce sujet, la préconisation de tous les experts, tous les chercheurs en fusion-acquisition, c'est à trouver le bon niveau d'arrimage. Et dans notre cas, c'est un arrimage sur le back-office financier et comptable, qui est un sujet important. Et et Accenture nous a donné la possibilité d'exercer une certaine autonomie sur les process qui avaient une empreinte culturelle forte chez Octo. Et ça, on a franchement réussi de façon absolument admirable. Enfin, je n'ai pas trop tendance à frimer, mais je pense qu'on a vraiment réussi à faire quelque chose d'incroyable juste sur la ligne de crête, et que voilà, on continue à garder notre âme. Et encore une fois, les B Corp et Great Place to Work sont de cette année. Donc, une fois qu'on a consommé l'intégration, sont un indice de ça assez marquant, à mon sens. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Merci à Ludovic pour cette présentation et puis ces questions, ces réponses. J'espère que vous prendrez plaisir à lire le livre. Donc, vous l'avez dans le chat. N'hésitez pas à le downloader. Bonne lecture à tout le monde et très belle journée. À bientôt dans un nouveau comptoir. On compte sur vous. Et venez à l'USI. Bonne journée à vous. Au revoir.